Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Salon des Bizarreries, un format culturel où je vous parle de livres, de films, de séries ou de jeux vidéo qui ont pu me plaire, toujours sur l'angle de l'étrange, du paranormal et de l'occulte, et c'est également dans ce format que je vous présente à chaque fois les nouveaux objets qui rejoignent mon décor avec leur petite histoire qui y est associée. Et on commence sans plus attendre avec une pièce assez exceptionnelle. Il s'agit d'un coffret du Horla aux éditions Saint-Père. Alors avant de vous parler de ce coffret, il faut que je vous parle du Horla de Maupassant, de Guy de Maupassant. Si vous ne connaissez pas cette nouvelle, c'est une nouvelle... l'une des nouvelles les plus importantes de l'histoire de la littérature française. Je l'ai découverte quand j'étais au collège, grâce à l'éducation nationale et aux cours de français, dans le recueil de nouvelles Le Horla et autres contes fantastiques de Guy de Maupassant. Et en fait, Le Horla notamment va parler d'un homme qui va peu à peu perdre la raison. Le récit vient originellement de Lettres d'un fou de Maupassant, qui est un récit épistolaire, pour ensuite devenir Le Horla, qui est un petit peu un mélange avec à chaque fois les actions qui sont narrées par un narrateur personnage. On est donc immergé dans sa tête, dans ses ressentis et surtout dans sa folie. On est sur du fantastique très psychologique, très fin, avec des détails, avec des images fortes, mais qu'on s'imagine nous-mêmes finalement, puisque c'est le narrateur qui nous accompagne dans les images qu'il voit, et donc dans les images qu'on est amené à voir, et je trouve que c'est un fantastique extrêmement efficace, et c'est celui qui me plaît le plus, que ce soit au cinéma ou dans la littérature. Je dirais que c'est un des récits qui m'a énormément influencé dans ce que je fais et qui m'a construit. J'y attache donc un amour tout particulier et je suis donc extrêmement heureux d'avoir ce coffret. C'est une édition assez unique que je vais donc vous présenter. Ce coffret trouve une place toute particulière dans mon décor et au départ j'étais vraiment impressionné par son format lorsque je l'ai déballé. C'est donc une édition qui est également recouverte d'un coffret et c'est d'ailleurs une impression fidèle du manuscrit de l'auteur. Il y a ses notes, il y a ses rayures, ses imperfections, qui sont également accompagnés d'illustrations qui nous plongent davantage dans l'univers de l'écrivain. C'est une édition haut de gamme, et les éditions Saint-Père éditent d'ailleurs de nombreux manuscrits d'auteurs célèbres, toujours dans des éditions extrêmement soignées. Et c'est également un très bel objet, puisque comme vous pouvez le voir déjà, il est décoratif, moi ils se font parfaitement dans mon décor, et surtout on peut agréablement le parcourir, et moi je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir se plonger véritablement encore plus dans la tête de l'auteur en fait, en voyant déjà son style d'écriture, premièrement, et en plus en voyant un petit peu les ratures, les corrections qu'il apporte au récit. Moi honnêtement, pour l'anecdote, je m'étais jamais intéressé au manuscrit original de Maupassant et du Horla, et ça me permet vraiment de redécouvrir le récit sous un autre angle. Donc pour les passionnés de littérature, voilà, intéressez-vous à cette édition et également aux autres éditions Saint-Père. Ils font également des éditions de beaux livres et d'autres reproductions que je vous laisse découvrir. On enchaîne toujours sur les commandes que j'ai reçues, on continue avec les éditions Draco. Alors j'ai pu parcourir Terence Trollet, La fenêtre sur le cerveau. Alors Terence Trollet, je dirais que c'est un récit qui se passe dans une société en train de s'effondrer, puisque le réchauffement climatique s'est énormément accéléré, il y a des rejets de méthane dans l'atmosphère qui font que l'air est de moins en moins viable. Le monde industriel est en train de complètement détruire la Terre, et il y a d'autres espèces d'entreprises et de sociétés qui se sont formées pour essayer un peu de prévenir les risques de ce phénomène. C'est dans ce contexte-là donc que prend l'histoire. Et ça raconte notamment l'histoire d'un laboratoire de recherche qui fait des recherches sur de jeunes enfants. Enfants qui vont réussir à fuir et être sous la protection de Terence Trollet, qui est un ancien membre de Commando. Terence Trollet qui est d'ailleurs un homme traumatisé qui va devoir essayer de surpasser son traumatisme pour mener à bien sa mission et protéger les enfants poursuivis par les laborantins. On est dans une trame de récit qui me rappelle beaucoup celle des années 70, et justement, ce récit-là me fait penser au film Midnight Special, notamment, qui parle de l'histoire d'un enfant protégé par son père, parce qu'il a des super pouvoirs qui viennent de se révéler, et il est à la fois chassé par des groupuscules religieux, et par des scientifiques qui veulent l'étudier. Ce genre de récit road trip, quête initiatique, éveil de l'enfance, et thématique de l'enfant adulte également, sont toujours assez intéressantes, et propices justement à la fois à des critiques sociétales, ce qui est le cas ici, et à des développements parfois justement un petit peu plus philosophiques, donc attendons de voir ce que donne la suite.
Et la deuxième que je vais vous présenter, c'est Alter, Ceux qui partent. Alors Alter, c'est une bande dessinée de science-fiction ambitieuse. C'est une réédition aussi qui est apparemment assez différente et que je découvre. J'ai été séduit par le mélange de science et de science-fiction, la découverte progressive du secret de la planète où ils échouent. L'ambiance est assez bien distillée, il y a une belle galerie de personnages, et on est pareil dans un récit de la recherche et de la disparition. Hein. Un vaisseau minier s'échoue sur une planète hostile, et de là on va essayer de savoir et de comprendre ce qu'il se passe sur cette planète, avec le lot de rebondissements qui va avec. Je trouve que c'est toujours une trame de récit très efficace et qui surtout permet d'installer un très bon suspense, tout en se permettant potentiellement pas mal de choses et donc de belles découvertes. Il s'agit de la première partie et a priori la prochaine sera la dernière. Je vous livrerai donc mon avis détaillé et complet une fois la deuxième partie parue. C'est tout pour les bandes dessinées, on va maintenant continuer de parler un petit peu de livres et on commence avec justement la série juste derrière moi de livres que vous pouvez voir en bas et un petit peu au-dessus qui font maintenant partie intégrante de mon décor et que j'ai chiné sur le bon coin en fait en sortie de confinement parce que vous vous doutez bien qu'avec la situation sanitaire, les brocantes il vaut mieux éviter en ce moment. Je les ai lus pour pas très cher, il s'agit d'éditions des années 70, alors l'imprimeur c'est la presse des petits-fils de Léonard Danel et alors ce que je trouve très intéressant avec ces éditions c'est qu'elles permettent d'avoir des visions générales, synthétiques, sur une grande pluralité de sujets qu'englobe l'occulte, le paranormal, l'ésotérique. Ça va de Nicolas Flamel à l'Inquisition, en passant par la théosophie d'Helena Blavatsky, Raymond Lull, les Rose-Croix, les francs-maçons, etc., les sociétés du mal. Donc voilà, ça englobe un petit peu société secrète, occulte, paranormal, sorcellerie, magie. Pour être très honnête, j'ai pas eu le temps de tout lire, je les ai un peu feuilletés, j'ai l'impression qu'il y a à boire et à manger, mais en tout cas, ça a l'air assez solide et suffisamment intéressant en tout cas pour donner de bonnes bases, et ensuite parcourir ou creuser les sujets par nous-mêmes en croisant les sources, en contextualisant également avec le recul d'aujourd'hui, etc. J'ai également une édition sympathique de l'histoire de la magie et de l'occultisme qui pareil habille mon décor, mais qui permet encore une fois d'avoir des bases en fait sur des sujets assez larges, d'en apprendre donc beaucoup et ensuite pouvoir véritablement creuser les sujets, puisque encore une fois ce ne sont que des ouvertures. De toute façon quand un sujet passionne, évidemment c'est chronophage et il faut lire plusieurs auteurs et apprendre également sur la vie de ces auteurs pour savoir pourquoi est-ce qu'ils ont choisi tel ou tel angle, parce qu'à chaque fois que vous lirez un livre sur un sujet, ce sera à chaque fois l'angle qu'aura choisi l'auteur sur ce sujet. Et évidemment, il peut être objectif, mais il sera jamais aussi objectif que si vous croisez une pluralité de sources et qu'ensuite vous essayez d'en tirer véritablement la substantifique moelle, entre guillemets, c'est-à-dire les faits, rien que les faits, que vous avez pu recroiser à partir de toutes vos sources. Mais évidemment, c'est assez chronophage, ça demande de l'investissement, et si vous voulez juste par curiosité vous informer sur un sujet, ce genre de livres peuvent être intéressants justement pour avoir un aperçu global et ensuite creuser par vous-même. Sur les rentrées de livres d'ailleurs, j'ai pas mal de livres assez anciens, donc que j'ai pas encore forcément eu le temps de parcourir. J'ai des contes corses, des contes algériens, des livres sur l'horoscope, sur le problème du mal, donc philosophie et occultisme. Et en sélectionnant ces livres, en fait, pareil que j'ai chiné, que ce soit en brocante ou sur internet, j'ai essayé en fait de faire en sorte de privilégier à la fois premièrement le côté décoratif, vieille édition, et également le côté information. Donc j'ai essayé vraiment de prendre des choses sur des sujets que je ne connais pas pour avoir des premières bases et ensuite creuser derrière quand j'aurai envie de développer sur tel ou tel sujet. Donc voilà, j'y vois vraiment le côté pratique, à la fois décoratif et quand je veux le prendre, le feuilleter, m'informer, le lire, le reparcourir, je peux également le faire. Alors le décor, je vous en avais déjà un petit peu parlé dans ma vidéo de présentation de la nouvelle version de la chaîne justement, donc je vais pas trop m'étendre. Cela dit, pour le goutte à goutte, vous finirez par la voir. L'un de vous m'a communiqué qu'en fait c'était ce qu'on mettait sur certaines bouteilles d'alcool. Voilà, donc à la base ça servait à décorer des bouteilles d'alcool. Et sauf que moi j'ai détourné un petit peu le slogan et les affiché sur ce mur parce que je trouve qu'il a une portée assez vertueuse, vous voyez, j'avais pas forcément vu directement l'association avec la boisson, mais je trouve que voilà, c'est aussi une belle maxime en fait pour poursuivre nos objectifs, donc j'ai décidé de la mettre en avant dans le décor parce que je le trouve jolie. Cette pomme de pin que vous voyez là, c'est une authentique pomme de pin qu'on a ramassée pendant notre tournage à Brocéliande, voilà, donc elle vient de la forêt, elle était évidemment tombée.
un peu en dehors d'un sentier, elle a attrapé notre œil et on s'est dit que ça ferait enfin je me suis dit que ça ferait un beau souvenir. Ensuite, en attendant de pouvoir véritablement chiner d'autres objets, j'ai plusieurs prêts. Cette horloge cloche, elle appartient à Manon Waro, qui a un super compte avec un super cabinet de curiosité sur Instagram que je vous affiche si vous ne connaissez pas, allez voir si ça vous intéresse. C'est également à elle qu'appartient ce petit compteur, certaines bougies, le petit œil là. La petite statue là, elle me l'a faite, c'est un cadeau gracieux. Et de toute façon, à terme, j'ai envie d'un petit peu à chaque fois renouveler les objets du décor pour voilà, apporter un peu de plus de vie différente et de neuf. Mais voilà un peu pour le rappel bibliographique. Je pense qu'en fin d'année, je vous ferai véritablement une vraie vue sur ma bibliothèque parce qu'elle continue en dessous. Là, j'ai vraiment énormément de livres en vous présentant peut-être véritablement l'étendue de ma bibliothèque et en vous parlant un petit peu à chaque fois de tel et tel livre, quoi. J'essaye de prendre sur les livres un peu de tout, ça peut être de la philosophie, de la science ou du paranormal. J'essaye vraiment de partir sans a priori, c'est-à-dire que même si je lis sur des choses auxquelles je ne crois absolument pas, j'y vois quand même de l'intérêt et de la beauté, ne serait-ce que pour essayer de comprendre le raisonnement des gens à ce moment-là, ou pourquoi est-ce qu'ils croient ça, etc. Je trouve toujours ça enrichissant. Et du coup, voilà, j'essaye vraiment d'avoir une bibliothèque assez large, sans a priori et sans préjugés. J'ai eu l'occasion de faire l'exposition Esprit es-tu là au musée Mayol à Paris. Si vous avez l'occasion de la faire, je vous la recommande en fait parce que ça parle énormément de spiritisme, spiritualisme, contact avec les esprits en fait, les défunts également, et surtout en fait l'accent est mis sur justement les peintres qui se disent en tout cas animés par des esprits et qui ont reçu des messages d'esprit ou d'entité, que ce soit messages prophétiques ou bien messages extrêmement abstraits, qui leur ont ensuite commandé soit de transcrire ces messages par écriture automatique ou d'autres biais, soit tout simplement de peindre certaines choses. Des entités qui auraient commandé des peintures à certains peintres exposés. J'ai découvert du coup l'histoire du spiritisme que je connais assez bien sous l'angle justement des peintres, en fait, des peintres spirites, et ça par contre je ne connaissais absolument pas, enfin j'avais pas assez de connaissances là-dessus, et je l'ai trouvée enrichissante sur ce point-là. Si vous cherchez en revanche des précisions vraiment détaillées sur le spiritisme, le spiritualisme, ou la France spirit on va dire, et comment est-ce qu'elle vivait, il y a des bases, mais l'accent est quand même vraiment mis sur le côté pictural et le côté peinture, même s'il y a certaines salles où on peut voir en fait des objets spirites en tout genre et en toute fonction. Et il y avait également certains moulages ectoplasmiques de Gustave Gelé et de Franek Kluski. C'était assez saisissant de les voir en vrai, puisqu'on voit vraiment que les moulages correspondent à des moulages d'enfants, alors qu'a priori, il n'avait pas d'enfants au moment des moulages. Donc voilà, c'est assez fascinant de voir ces choses sur lesquelles je m'étais documenté en vrai, de mes propres yeux. Et donc l'expo, voilà, vaut au moins le coup d'œil si vous êtes de passage à Paris et que ces sujets vous intéressent. Il y aura forcément certains points qui vont vous plaire, sans nul doute. À ce sujet d'ailleurs, à la boutique du coup, qui est en lien avec l'exposition, j'ai acheté Paris Occulte de Bertrand Matteau, et je trouve que c'est un très bel ouvrage qui est richement illustré déjà, avec plusieurs photos, etc. d'époque. Ce sont à chaque fois des espèces de mini-biographies avec des anecdotes sur énormément de personnes, et également, ça donne une petite impression de la société occulte de Paris à l'époque. Moi, je trouve que c'est essentiel pour moi, puisque ça me permet vraiment déjà de découvrir des occultistes que je ne connaissais pas pour vous les présenter dans certains portraits occultes. Et surtout, ça a nourri des sujets sur lesquels j'étais en préparation. Et ce livre, en fait, permet de comprendre que les grands occultistes, en fait, étaient aussi liés avec d'éminentes personnalités politiques de l'époque. Et ça permet un peu de créer des nuances, de créer d'autres perspectives, de voir vraiment l'histoire sous un angle occulte, en fait, comme on pourrait la voir sous l'histoire sous l'histoire des sciences, etc. quoi. Je trouve ça extrêmement enrichissant, en fait, et du coup, c'était pareil, un beau point d'entrée, en fait, sur l'histoire du Paris occulte, qui tient ensuite qu'à nous de creuser encore une fois. Voilà, pour moi, ça, c'est vraiment un point d'entrée. Et par contre, si vous voulez véritablement creuser, aller plus loin, ensuite, il faut se renseigner au cas par cas. En guise de fin, le nouveau Gutanabe, La couleur tombée du ciel, que je vous recommande toujours, du Lovecraft pur jus.
un de ces récits peut-être le plus compliqué à mettre en image, et je trouve que le manga y arrive très très bien. Je vous le recommande véritablement. Toujours un Gutanabe, toujours ce style assez particulier, très organique, avec une espèce d'impression de grand foisonnement dans ce qu'il dessine. C'est un pur récit horrifique, hein, si vous aimez Lovecraft et la couleur tombée du ciel, ben, évidemment c'est un indispensable. J'en ai déjà parlé de Gutanabe dans ma précédente vidéo, donc je vais pas plus m'épancher parce que j'ai à peu près juste les mêmes choses à dire là-dessus. Pour la couleur tombée du ciel, il y avait une adaptation cinématographique qui est sortie il y a pas longtemps, que je peux aussi vous recommander. Le visionnage est sympathique, il y a des scènes vraiment très fortes. J'ai été juste un petit peu déçu par sa structure et son manque d'ambiance et de véritable identité, je dirais. Mais par contre, ça reste, je pense, une des adaptations les plus intéressantes de Lovecraft. Je dirais pas une des meilleures, parce que je préfère beaucoup plus, par exemple, ce qu'a pu faire Stuart Gordon dans ses adaptations. Mais c'est un film qui vaut le coup d'œil. Et d'ailleurs, si vous cherchez des films un petit peu similaires, moi je peux vous recommander un de mes films préférés de 1978, Body Snatchers, l'invasion des profanateurs de sépulture, la version de Philip Kaufman, parce que c'est une saga, il y a eu de nombreux épisodes. Je trouve que c'est celle de 78 qui est la plus aboutie. C'est un récit paranoïaque, conspirationniste, de science-fiction, avec un excellent casting et une mise en scène véritablement brillante. Je l'ai revu tout récemment et je trouve que le film a extrêmement bien vieilli. Et il y a d'excellentes propositions d'intention. Edgar Wright, dans Shaun of the Dead, utilise un plan littéralement copié-collé de Body Snatchers de 78, et le film Le Dernier Pub avant la fin du monde est un hommage, voire une grande citation au Body Snatchers, pareil, de 78. Donc c'est un film qui a vraiment eu une grande influence et qui est aujourd'hui toujours d'actualité et qui, à mon sens, est un monument de la science-fiction qui continue aujourd'hui finalement d'être cité, au moins cité, et peut-être réutilisé ou réapproprié. Surtout que c'est une excellente variante de la thématique des envahisseurs, donc voilà, c'est un film qui vaut le coup d'œil, pour lequel j'ai énormément d'amour, et dont je voulais vous parler, en parenthèse, si jamais vous ne le connaissiez pas. Pour finir, vu que cette vidéo est déjà assez longue, je vais très rapidement passer sur cinéma et séries télé. Je dirais qu'en série, un de mes coups de cœur récents, ça a été Devs d'Alex Garland. Alex Garland qui est un petit génie, je dirais, de la science-fiction contemporaine, qui a une vraie identité, de vrais messages d'auteur et une véritable réalisation. On est sur de la science-fiction philosophique, très lente, très contemplative, avec un récit à chaque fois extrêmement épuré. Alors attention, ça peut vraiment vous déranger si c'est pas votre style, mais en tout cas voilà, Devs, ne serait-ce que visuellement déjà, la série est quand même assez inhabituelle. Et en termes de développement, et dans ce qu'elle dit, alors on est sur des thématiques qui sont de plus en plus vues. Hein. La saison 3 de Westworld parle également de ça, c'est-à-dire l'émancipation de l'intelligence artificielle et son omnipotence presque, et son omniscience. Mais il développe tout ça avec un propos un peu plus, encore une fois, différent et inhabituel. Et je peux pas trop vous en dire pour pas trop vous spoiler, mais voilà, si vous aimez les films de ce réalisateur, vous devriez aimer Devs. Par contre, voilà, si vous ne connaissez pas du tout son travail, je vous préviens quand même, visuellement, c'est très intéressant. À l'écriture, il y a des véritables thématiques et une intention, mais c'est quand même assez lent. Voilà, soyez prévenus, c'est lent, c'est contemplatif, et parfois c'est assez curieusement écrit. Il a un style particulier. Mais je trouve qu'il y a une véritable ambiance hypnotique, et si la série devait avoir un véritable défaut, ce serait surtout, au final, son manque d'ambition, parce que je trouve qu'avec une telle base, on pouvait véritablement faire quelque chose d'un peu plus grand. Voilà, donc Devs manque probablement un petit peu d'ambition, mais il vaut quand même le coup d'œil. En tout cas, c'est une des propositions les plus intéressantes que j'ai pu voir cette année. Voilà, on était encore sur un format avec énormément de choses à dire. J'espère qu'il vous a plu, il était assez littéraire. Prochain numéro, du coup, le mois prochain, on parlera également de jeux vidéo ce coup-ci. Et ben, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. J'espère que vous avez découvert de belles choses et n'hésitez pas à partager vos suggestions en commentaire. Salut à tous!